Le narcissisme, épisode numéro 2. Le miroir brisé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Psyché Atlas. Je suis le Dr Val, psychologue clinicienne. Et moi, c'est Léo, votre guide candide dans les méandres de la psyché humaine. La dernière fois, on a parlé des bases du narcissisme, de Narcisse qui tombe amoureux de son reflet jusqu'à nos selfies sur Instagram. Exactement. Et comme promis, aujourd'hui nous allons explorer plus en profondeur le narcissisme pathologique. Comment le reconnaître? Comment se construit-il? Et surtout, comment composer avec ces mécanismes qui peuvent faire tant de dégâts? Tu sais, Val, depuis notre dernier épisode, j'ai commencé à voir des narcissiques partout. Mon voisin qui parle fort de sa voiture, ma cousine qui monopolise toutes les conversations familiales. C'est l'effet lunette du narcissisme. Mais attention, il ne faut pas confondre une personne qui a simplement un ego un peu gonflé et quelqu'un qui souffre véritablement d'un trouble narcissique de la personnalité. Alors c'est quoi la différence exactement? Le trouble narcissique de la personnalité, c'est comme un système d'exploitation défectueux qui affecte tous les domaines de la vie. Ce n'est pas juste un trait de caractère, mais un pattern rigide et persistant de comportement et de pensée qui commence généralement à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Et quels sont ces comportements? Comment on reconnaît un vrai narcissique? Cliniquement parlant, on cherche plusieurs signes. Un sentiment grandiose de sa propre importance, des fantasmes de succès et de pouvoir illimité. La conviction d'être spécial et unique. Un besoin excessif d'admiration. Un sentiment d'avoir droit à des privilèges. L'exploitation des autres dans les relations. Un manque d'empathie. L'envie des autres ou la croyance que les autres l'envient. Et des comportements arrogants. Waouh, ça fait beaucoup. Mais concrètement, ça se traduit comment dans la vie quotidienne? Prenons un exemple littéraire que tout le monde ou presque connaît. Dorian Gray. Le personnage d'Oscar Wilde, celui qui reste éternellement jeune pendant que son portrait vieillit. Exactement. Dorian Gray est fascinant car il incarne parfaitement le narcissisme pathologique. Au début du roman, il est innocent, presque naïf. Mais quand il réalise sa beauté en voyant son portrait, il devient obsédé par son image. Il se lance dans une quête effrénée de plaisir, indifférent aux dégâts qu'il cause autour de lui. Je me souviens qu'il pousse une jeune actrice au suicide sans montrer le moindre remords. Précisément. C'est l'illustration parfaite du manque d'empathie caractéristique du narcissisme pathologique. Dorian est incapable de voir les autres comme des personnes à part entière avec leurs propres sentiments. Ils ne sont que des miroirs pour refléter sa gloire ou des outils pour satisfaire ses désirs. Et le portrait qui se déforme, c'est quoi, symboliquement? C'est la représentation géniale de ce que nous appelons le vrai soi que le narcissique a enfoui. Le portrait montre la vérité que Dorian ne peut pas accepter. Sa corruption morale, ses failles, sa vulnérabilité. Il préfère construire une façade parfaite, littéralement, son visage qui ne vieillit pas, plutôt que d'affronter cette réalité. C'est une métaphore incroyable. Mais ça existe vraiment, des gens comme ça, dans la vraie vie? Malheureusement, oui. L'histoire regorge d'exemples. Prenons Louis XIV, le roi Soleil. Celui qui a dit « L'État, c'est moi ». Exactement. Louis XIV s'est littéralement présenté comme le soleil autour duquel tout devait graviter. Il a construit Versailles comme un temple à sa gloire, où chaque détail était conçu pour refléter sa grandeur. Sa vie entière était mise en scène comme un spectacle permanent. Et à notre époque, il y a des Louis XIV modernes? Le monde du spectacle en compte certainement. Sans nommer explicitement, pensons à ce chanteur français extrêmement populaire dans les années 70.
adulé par les femmes en public. Oh, je vois à qui tu fais allusion. Celui dont les ex-compagnes et les employés ont révélé qu'il était, disons, très différent en privé. Exactement. Ces témoignages décrivent un homme qui ne supportait pas la contradiction, qui exigeait une adoration constante, qui pouvait humilier publiquement ses musiciens et qui considérait les autres comme des extensions de lui-même, sans existence propre. C'est assez effrayant quand on y pense. Comment on en arrive là? C'est là que ça devient intéressant. Le narcissisme pathologique ne naît pas du jour au lendemain. Il se construit généralement durant l'enfance, souvent comme mécanisme de défense face à des blessures profondes. Tu veux dire que ces personnes ont été traumatisées? Pas nécessairement au sens classique du terme. Les origines peuvent être diverses. Certains ont grandi avec des parents qui les ont suridéalisés, les plaçant sur un piédestal impossible à quitter. D'autres, à l'inverse, ont subi des négligences émotionnelles graves ou des humiliations chroniques. Attends, je ne comprends pas. Comment le fait d'être traité comme un petit prince peut créer un narcissique? Quand un enfant est constamment valorisé non pour ses efforts ou ses qualités réelles, mais pour une image idéalisée, il apprend que seule cette image parfaite mérite l'amour. Il développe alors ce que nous appelons un faux soi grandiose qui masque un vrai soi fragile et incertain. Et dans le cas inverse, quand l'enfant est négligé, L'enfant négligé ou humilié peut développer le même mécanisme, mais pour des raisons différentes. Face à la douleur insupportable du rejet ou de l'humiliation, il crée une armure psychique. Si je suis parfait, spécial, exceptionnel, alors je ne souffrirai plus jamais comme ça. c'est comme si le narcissisme était une sorte de bouclier. Exactement. C'est un système de protection qui, malheureusement, finit par emprisonner la personne. Comme Jay Gatsby dans Gatsby le Magnifique de Scott Fitzgerald. Jay Gatsby, le millionnaire qui organise des fêtes somptueuses. Oui, Gatsby a complètement réinventé son identité, créant une façade de richesse et de succès pour conquérir Daisy. Mais cette façade est si fragile qu'il ne peut supporter la moindre remise en question. Sa vie entière est devenue une performance, un spectacle pour les autres, mais surtout pour lui-même. Je n'avais jamais vu Gatsby sous cet angle. Mais attends, si ces personnes souffrent au fond, pourquoi sont-elles si difficiles à aider? Pourquoi ne reconnaissent-elles pas leurs problèmes? C'est là toute la tragédie du narcissisme pathologique. La personne a investi tellement d'énergie dans la construction et le maintien de sa façade que l'idée même de l'abandonner est terrifiante. Sans cette armure, elle se retrouverait face au vide identitaire qu'elle a passé sa vie à fuir. Donc, quand on confronte un narcissique à ses comportements problématiques, C'est vécu comme une attaque existentielle, d'où les réactions démesurées, rage, déni complet ou projection, c'est-à-dire accuser l'autre de ce dont on est soi-même coupable. c'est pour ça que mon ex me traitait d'égoïste, alors que c'était lui qui ne pensait qu'à lui. C'est un exemple classique de projection, et c'est ce qui rend les relations avec les personnes narcissiques si déstabilisantes. Elles réécrivent constamment la réalité pour protéger leur image idéalisée. Mais comment font les thérapeutes alors? Comment aider quelqu'un qui ne reconnaît pas avoir un problème? C'est extrêmement difficile. La thérapie avec des personnes narcissiques commence rarement par ⁇ Je suis narcissique, aidez-moi ⁇ Elles viennent généralement quand tout s'écroule autour d'elles. Divorce, perte d'emploi, dépression, etc., etc. Et à ce moment-là, c'est possible de les aider? Oui, parfois, mais cela demande énormément de patience et d'habileté. Le thérapeute doit créer un espace sécurisant où la personne peut graduellement explorer ses vulnérabilités sans se sentir anéantie. C'est comme démanteler une bombe. Il faut couper les fils dans le bon ordre, avec une extrême précaution.
Et pour les proches, comment survivre à la relation avec un narcissique? C'est une question cruciale. D'abord, il faut comprendre que vous ne pouvez pas réparer cette personne. Accepter cette limite est essentiel. Ensuite, établir des frontières claires est vital. Ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, sans négociation. Des frontières, mais les narcissiques les respectent? Rarement au début. Mais si vous restez ferme, sans émotion excessive, certains finissent par s'adapter. Et surtout, ne tombez pas dans le piège de la justification constante ou de la recherche d'approbation. Et si on doit travailler avec un patron narcissique? On ne peut pas toujours couper les ponts. Dans ce cas, la technique du Grey Rock peut être utile. Devenez aussi peu intéressant qu'un caillou gris. Ni opposition frontale, ni admiration excessive. Limitez les informations personnelles que vous partagez. Et documentez tout, car la réécriture de la réalité est une spécialité narcissique. Mais est-ce qu'on peut quand même avoir de l'empathie pour ces personnes? Après tout, comme tu l'as dit, elles souffrent aussi. Absolument. Et c'est une remarque très juste. Avoir de l'empathie ne signifie pas accepter les comportements toxiques. On peut comprendre que derrière l'arrogance se cache souvent une profonde insécurité, tout en maintenant des limites saines. C'est comme si on disait « Je comprends ta souffrance, mais je ne serai pas ton miroir ». C'est magnifiquement formulé, Léo. Et c'est exactement ça. Comprendre que ces comportements viennent d'une blessure profonde peut nous aider à ne pas prendre les choses personnellement. Ce n'est pas vraiment contre vous. C'est le système défensif de la personne qui s'active automatiquement. Et qu'en est-il de la société? On dit souvent qu'on vit dans une ère narcissique. C'est une observation pertinente. Notre société valorise énormément l'image, la performance, la réussite individuelle. Les réseaux sociaux peuvent exacerber ces tendances. Mais attention à ne pas confondre narcissisme culturel et narcissisme pathologique. C'est-à-dire, Une culture peut encourager certains traits narcissiques sans pour autant créer des troubles de la personnalité. Et heureusement, car si chaque utilisateur intensif d'Instagram développait un trouble narcissique, nous serions dans une situation épidémique. ouf, je suis rassuré pour mes selfies. Mais pour résumer, que peut-on retenir de cet épisode? 3 points essentiels. D'abord, le narcissisme pathologique est un système de défense élaboré face à des blessures profondes, pas un simple trait de caractère. Ensuite, on ne peut pas guérir un narcissique contre son gré. Le changement ne peut venir que de l'intérieur. Enfin, protéger sa propre santé mentale est primordial dans les relations avec ces personnes. Et dans notre prochain épisode, Nous explorerons la face cachée du narcissisme, la vulnérabilité et la honte qui se dissimulent sous la façade grandiose. Nous verrons comment ces émotions peuvent être si intolérables qu'elles conduisent à l'autodestruction, comme Dorian Gray finissant par poignarder son portrait. j'ai hâte d'y être. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de notre exploration. Et n'hésitez pas à partager vos expériences ou questions dans les commentaires. À bientôt sur Psyché Atlas. En attendant, je vais peut-être analyser mes derniers selfies, juste pour être sûr.